Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 35 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Cécile Béguin. Bonjour Cécile. Bonjour Nicolas. Alors Cécile, vous êtes agrégée d'histoire, vous êtes docteur en histoire à l'EHESS, vous avez fait un doctorat sous la direction de Christiane Klapisch-Zuber en histoire médiévale, vous êtes aussi vice-présidente de l'association Mnémosyne et vous êtes professeure d'histoire-géographie au lycée Jean Jaurès de Montreuil. Et quand je vous ai demandé de participer à l'émission, vous avez gentiment accepté de participer et pour nous présenter une série qui est très sympathique, qui s'appelle Masters of Sex. Alors, est-ce que, pour commencer, Cécile, vous pourriez présenter cette série ? Oui, Nicolas. Donc, Masters of Sex, c'est une série qui a été réalisée entre 2013 et 2016 par Michel Ashford sur Showtime. Et elle s'inspire de la biographie de Thomas Meyer, qui a été rédigée en 2009, d'un couple très célèbre, William Master, et son assistante devenue sa partenaire, Virginia Johnson. Donc, c'est une série qui a duré 4 ans, qui s'est maintenue pendant 46 épisodes et elle a rencontré un succès absolument énorme, surtout les 3 premières années, et elle a reçu 11 nominations aux Emmy Awards. Donc, pourquoi est-ce que cette série a rencontré un tel succès ? Eh bien, parce que elle raconte donc les 15 premières années de 57 à 69, 70 du travail et de la vie privée de Bill Master, qui était un gynécologue de la ville de Saint-Louis dans le Missouri. Et ce gynécologue a embauché une jeune femme secrétaire, mère célibataire, Virginia Johnson, divorcée, sans diplôme, et qui cherchait un petit job pour aider à faire bouillir la marmite. Eh bien, il l'a embauchée pour l'aider dans une grande étude sur le sexe et la sexualité. Et donc, ce couple a mis au point cette étude pendant des années. Ils ont observé, mesuré, enregistré toutes les caractéristiques physiologiques de la sexualité des hommes et des femmes. Et ils ont publié leurs résultats au bout de 12 ans. Et puis, ils se sont mis à soigner également les couples qui réclamaient qu'on les aide dans les dysfonctionnements du quotidien, les dysfonctionnements sexuels de leur quotidien. Et donc, ce couple pionnier a inventé littéralement une discipline qui s'appelle la sexologie clinique. Et ils ont publié 2 ouvrages en 66 et en 70, Human Sexual Response et Human Sexual Inadequacy. Donc, une véritable aventure scientifique. Mais le problème pour quelqu'un qui réalise une série sur ce sujet-là, eh bien, c'est qu'il faut montrer à l'écran pratiquement en permanence des couples en train d'avoir des relations sexuelles. Et c'est pas facile à la télévision américaine. Et donc, ça a demandé, du point de vue de la réalisation et du point de vue du scénario, énormément de subtilité pour éviter de tomber dans le voyeurisme ou dans la pornographie. Et on peut dire que de ce point de vue-là, Michel Ashford a vraiment réussi son travail. Elle a réussi à la fois à montrer la démarche scientifique de ces 2 chercheurs et en même temps, eh bien, elle s'est attachée à leur vie personnelle et à leur sexualité, puisque bien sûr, ce qui a fait scandale dans l'histoire de Masters & Johnson, c'est qu'ils ont testé sur eux-mêmes leur démarche scientifique. Et donc, c'est aussi une série très croustillante de ce point de vue-là. Voilà. Alors Cécile, est-ce que justement ce qui est intéressant quand on vous entend parler, on est dans l'Amérique des années 50-60, ce qui peut-être serait intéressant pour commencer, ça serait de nous présenter le cadre de cette série. Alors en particulier, ce qui est, je pense, est très important, c'est le cadre géographique, c'est-à-dire ça se passe dans un état du Midwest. Vous allez nous dire pourquoi c'est aussi assez important. Alors, oui. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le Midwest en soi qui soit important, mais ce qui est important pour
pour Michel Ashford, c'est que ça se passe dans une petite ville américaine, une ville qui n'a rien qui va la distinguer des autres. On est dans l'Amérique profonde. Et pourquoi l'Amérique profonde? C'est-à-dire qu'il ne s'y passe rien. Et en même temps, elle est entièrement représentative de toutes les villes américaines de la même époque. Pourquoi cette ville? Eh bien, tout simplement, il faut rappeler quand même cette série, elle est historique, c'est-à-dire que ça raconte l'histoire vraie de Bill Master et de Virginia Johnson. Et donc, Bill Master s'est installé à Saint-Louis avec sa femme en 1945 parce qu'il voulait aller travailler au service de gynécologie obstétrique du Washington University Hospital. Et il avait choisi ce service délibérément parce qu'il savait que le doyen était quelqu'un de très progressiste et depuis très longtemps, il voulait mener sa recherche sur la sexualité humaine. Et donc, il s'était dit qu'en allant dans un hôpital dont le doyen était progressiste, on le laisserait faire. Mais à condition, bien sûr, de devenir un médecin absolument exceptionnel et de pouvoir donc de prouver qu'il avait toutes les qualités pour mener sérieusement une recherche de ce type. Donc, il s'est retrouvé à Saint-Louis, tout à fait par hasard, alors que c'était un homme plutôt qui venait de la côte Est, et il y a travaillé toute sa vie, et c'est là qu'il a mené sa recherche. Voilà. Donc, comment est-ce que dans la série, on voit qu'on est à Saint-Louis ? Eh bien, il y a un travail, je pense, sur la luminosité de l'image. Il y a aussi tout ce qui est architecture des maisons, architecture des bâtiments, de l'hôpital, mais aussi, j'en reparlerai un petit peu plus tard, dans les relations entre les Blancs et les Noirs, puisque eh bien, le Missouri est un État qui est un État esclavagiste. Et c'est un État aussi qui va installer la ségrégation. Et donc, la ségrégation est un élément important aussi des 2 premières saisons de la série. Alors Cécile, ce qui est aussi intéressant, vous avez commencé à l'aborder ici, c'est le cadre, j'allais dire, politique et historique. On est dans cette Amérique de l'après-Seconde Guerre mondiale, du début de la guerre froide. Oui, tout à fait. En fait, l'action commence en 1957 et on est dans l'Amérique d'Eisenhower. Et elle se termine dans l'Amérique de Nixon, en passant bien sûr par les présidences de Kennedy et de Johnson. Donc on va passer sur ces 15 années-là, on va passer de la guerre froide à la guerre du Vietnam. Et ce cadre politique et ce cadre militaire sont une toile de fond. C'est-à-dire qu'ils n'impactent pas directement l'action, bien sûr, mais on sent que, là encore, Michel Ashford n'a pas voulu faire l'impasse complète sur ce contexte politique. En particulier, il y a un épisode de la saison 1, c'est l'épisode 10, qui est très drôle, qui se déroule pendant une opération alerte. L'opération alerte, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était un test de simulation d'attaque nucléaire par l'URSS. Ça avait été inventé par Eisenhower. En fait, tous les ans, il choisissait des villes cibles qui pouvaient être attaquées par l'URSS. Et donc, pendant quelques heures, on demandait aux populations de ces villes de se comporter comme si elles allaient être vraiment victimes d'une attaque nucléaire et de faire semblant qu'elles sont attaquées. Voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais ça arrive. Et donc, il y a un épisode qui se passe pendant un de ces tests et qui est très, très drôle et qui nous rappelle en fait que les années 50, c'est aussi l'époque du macartisme, c'est l'époque de la paranoïa vis-à-vis du communisme et de l'URSS. Et on a une population très soumise qui fait tout ce qu'on lui demande de peur de cette attaque de l'URSS. D'autre part, le politique reste présent, même après cet épisode. On voit au moment de la campagne de Kennedy, eh bien, on le voit apparaître à la télévision pendant ses principaux discours. On voit comment aussi les gens sont tendus à l'écoute de ses discours, comment ils voient en lui un espoir de modernité. Mais après, Kennedy disparaît complètement de l'histoire. Et enfin, une dernière fois, dans la saison 3, on voit réapparaître le politique avec la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam qui a démarré en 1964 et en 65-66, au moment où ça apparaît dans la série, eh bien, c'est un contexte qui est très très présent. Les gens sont très préoccupés et le fils de Virginia, Henry, décide de s'engager pour aller combattre au Vietnam. Et là, on se rend compte
comment, dans le quotidien, eh bien, cette guerre du Vietnam pouvait comme être importante. Mais en dehors de ces quelques moments, guerre froide, Kennedy, guerre du Vietnam, finalement, on voit peu apparaître la politique dans la série. Alors, ce qui est aussi intéressant, à l'image de ce qu'on a fait dans l'émission 21 avec Marine Rouge sur Mad Men, c'est aussi qu'avec Masters of Sex, on a la possibilité de voir, de comprendre, j'allais dire, cette Amérique des années 50-60, cette Amérique des 30 glorieuses. Oui, on la comprend, mais surtout, on voit la rupture entre années 50 et années 60. C'est-à-dire que les années 50, ce sont vraiment les États-Unis des 30 glorieuses avec une économie en pleine croissance et puis l'avènement de ce qu'on appelle l'American Way of Life, c'est-à-dire un mode de vie à l'américaine où la consommation joue un rôle très important, la propriété également, le confort. Et donc, avec la série, on entre dans les maisons et on voit ce confort moderne qu'on observe déjà dans Mad Men. Et on s'aperçoit que c'est une norme de vie quotidienne, le mobilier, les robots ménagers, la voiture, bien sûr, qui est très, très emblématique socialement. Et puis la télévision, qui est un objet essentiel, hein, une fenêtre ouverte sur le monde. On la voit, par exemple, très souvent allumée chez les Masters, parce que Libby est une grande fan de télévision. Donc, c'est une période, la fin des années 50, où les découvertes technologiques se multiplient, en particulier les découvertes qui sont liées à l'espace. Le fils de Virginia est tout le temps scotché à la télévision en train de regarder toutes les émissions sur l'espace. Mais c'est aussi des découvertes technologiques plus précises et ces découvertes, elles sont essentielles pour Bill Masters pour mener sa recherche puisque il les utilise. Par exemple, il va utiliser un vibromasseur pour stimuler ses patientes, pour leur permettre d'atteindre l'orgasme. Il va faire miniaturiser une caméra de façon à pouvoir filmer l'intérieur du corps des femmes au moment où elles atteignent le plaisir. Donc, il utilise plein d'électrodes pour faire des relevés de toutes sortes sur le corps humain. Donc, en fait, la technologie est aussi un personnage important de la série. Et par contre, cette société des années 50, de la fin des années 50, qui vit dans tout ce confort moderne, c'est une société qui est encore complètement conservatrice, puritaine, normative. Dès qu'il s'agit de parler de sexualité ou même d'évoquer la sexualité, on n'est plus du tout dans du progrès ou dans de la modernité. Au contraire, on est sur de la norme, on est sur du tabou et donc il n'est jamais question de parler de sexualité. Et d'ailleurs, à Saint-Louis, la prostitution était interdite. Alors qu'il y a des maisons closes, la police contrôle ces maisons closes. Officiellement, les prostituées n'ont pas le droit de travailler et ça va être une contradiction extraordinaire lorsque Bill Masters va commencer à travailler avec des prostituées à l'intérieur des bordels qui officiellement n'ont pas le droit d'exister. Donc au contraire, donc la rupture dans les années 60 est vraiment très très forte et on sent bien que Michel Ashford a voulu montrer comment cette décennie-là, qui est la décennie de publication des travaux de Masters et Johnson, c'est une décennie de remise en cause de tout ce qui était acquis dans les années 50 socialement et c'est une décennie d'explosion sociale, de revendication d'égalité et de modernité. Et on le voit bien dans la série, il y a vraiment toute une transformation du décor, puisque dans les années 50, la série est plutôt filmée à l'intérieur de l'hôpital du Washington University Hospital, donc un hôpital cossu, massif, très rassurant. Et on bascule dans les années 60, dans la clinique qui a été montée par Masters & Johnson, qui, elle, est au contraire une clinique ultra moderne, ultra colorée, un espace très ouvert dans lequel on circule très facilement. Et de la même façon, la maison des Masters dans le quartier chic de Ladue à Saint-Louis, c'est une maison d'architecte, de plein pied, très lumineuse et très moderne. Donc, le décor lui-même incarne la modernité de la démarche de Masters & Johnson.
On est désormais dans une société d'abondance. Les progrès technologiques sont multiples. La conquête spatiale va atteindre son aboutissement avec l'expédition sur la Lune de Neil Armstrong en 69. Et voilà, la vie quotidienne des Américains est vraiment facilitée par tous ces appareils qu'ils vont tous acheter. On a une société qui est beaucoup plus jeune, on est à l'aboutissement du baby-boom, et donc tous les enfants du baby-boom atteignent progressivement l'adolescence, puis l'âge adulte. Et ce sont ces jeunes qui vont être les moteurs de la contestation, les moteurs de l'agitation sociale et qui réclament à leur gouvernement des changements qui leur semblent essentiels dans leur vie quotidienne. Alors, ce qui est aussi intéressant, Cécile, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais on peut y revenir dessus, c'est le rôle qu'il y a à travers la série des médias, de voir l'importance des médias dans la société américaine. Oui, c'est le dernier élément qui me semblait important pour comprendre le cadre. Eh bien, c'est le fait qu'on est déjà dans les années 50 et surtout dans les années 60 dans une société qui est structurée, qui est sous l'emprise des médias et en particulier de la télévision, même si la presse écrite joue encore un rôle très important. Mais on voit que la télévision est le premier moyen d'information pour les Américains. C'est aussi le premier moyen de divertissement. 87% des foyers ont une télévision et donc c'est un élément très important du quotidien. Tout est retransmis, la guerre du Vietnam est retransmise, la campagne présidentielle de Kennedy est retransmise. Donc les luttes sociales des Noirs américains au moment de la campagne des droits civiques, tout est retransmis et du coup c'est un relais énorme pour l'opinion publique. Et du coup, ça nous permet de comprendre pourquoi, pour Masters & Johnson, le relais médiatique de leurs travaux est si important. En fait, lorsqu'ils ouvrent leur clinique, Masters & Johnson embauche un conseiller en communication. Et l'idée, c'est comment réussir à transmettre, comment réussir à communiquer autour de leurs recherches sans la dénaturer, en conservant quand même les éléments scientifiques. Donc, il y a plusieurs épisodes qui sont consacrés à ça, à la réalisation d'une émission de télé ou à la communication dans un journal. Et on voit aussi, par exemple, en 1966, Masters & Johnson, au moment de la sortie de leur livre, ils vont convoquer une conférence de presse avec les principaux critiques littéraires du pays. Parce que c'est essentiel pour eux de bien communiquer et d'avoir un relais qui soit positif sur leur travail. Donc, c'est déjà très pensé et très maîtrisé. Mais surtout, c'était surtout chez Virginia Johnson, il y avait toute une réflexion qui s'était élaborée autour de la vulgarisation et la nécessité de vulgariser. Il fallait se faire connaître du public, pas seulement pour gagner de l'argent ou pour avoir des soutiens financiers, mais aussi pour éduquer la population à la sexualité. Masters & Johnson savait que tout le monde n'allait pas pouvoir venir les voir dans leur clinique pour être aidés dans les problèmes sexuels, et donc il fallait éduquer les gens et utiliser les médias pour le faire. Et donc, ça explique pourquoi, pendant toutes les années 60 et après ensuite, bien sûr, eh bien, ils ont énormément communiqué. Par exemple, dans Playboy, où Virginia écrivait dans une tribune régulière dans Red Hook. Et ils ont même fait la couverture de Time en mai 1970. Et ça, on peut dire que pour un Américain, c'est vraiment la consécration. C'est ce qui les fait rentrer vraiment dans les foyers de tous les Américains. Et dans les années 70, Masters & Johnson sont connus de tout le monde. Alors justement, ce qui est intéressant à travers la série, et ça permet d'appréhender ce couple célèbre, c'est surtout qu'on peut voir peut-être dans cette deuxième partie de notre entretien, Cécile, que Masters of Sex, c'est avant tout une aventure de couple. Alors deux couples qu'on mettrait au pluriel, bien sûr le couple Masters et Johnson, vous l'avez dit et vous allez continuer à le dire, mais aussi c'est peut-être une histoire des couples américains. Oui, moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans cette série, en dehors de l'aventure scientifique en soi dont nous allons parler, mais c'est que Michel Ashford, on la sent passionnée par le couple. Le couple devient un vecteur en fait de réflexion sur la société. Et du coup, il y a plusieurs couples dans la série, plusieurs couples emblématiques, c'est-à-dire des couples qui vont servir de support de réflexion sur les transformations sociales.
Donc, quelles sont les thématiques que ces couples permettent d'aborder? Eh bien, je pense qu'il y a 3 grandes thématiques. Et la première, c'est vraiment les rapports de genre et le problème des relations hommes-femmes. Les relations hommes-femmes qui peuvent avoir lieu soit à la maison, au sein du couple conjugal, ou les relations hommes-femmes dans le monde du travail. Et donc, le premier espace d'observation des relations hommes-femmes, c'est la famille. Et donc, c'est le couple Masters, Bill Masters, et sa femme, Libby Masters. Alors, pour démarrer, il faut d'abord expliquer que dans les années 50 et même encore dans les années 60, la plupart des femmes mariées sont à la maison. Il y a énormément de femmes qui travaillent, bien sûr, à peu près un tiers des femmes adultes travaillent, mais en fait, ces années de travail, elles sont très concentrées avant le mariage. Le marché du travail se féminise, mais toutes ces femmes qui travaillent, et d'ailleurs qui sont beaucoup moins payées que les hommes, eh bien, elles ne rêvent que d'une chose, c'est de se marier. Et l'idéal d'organisation de la société, c'est vraiment l'épouse au foyer et le mari qui va au travail et qui fait bouillir la marmite. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes arrêtent de travailler au moment où elles se marient. Donc, c'est une organisation qui est normale, un poncif et même un idéal. Et donc, on voit bien que Michel Ashford s'est amusé en fait à observer cet idéal et sa durabilité, sa validité. Est-ce que véritablement les femmes sont porteuses d'ordre social, d'éducation, d'action sociale? Voilà, comment ça se passe concrètement pour ces femmes? Et donc, elle a énormément regardé la situation de Libby Masters. Effectivement, le couple Libby et Bill Masters sont un couple idéal aux yeux de la société américaine. Lui, c'est un médecin qui a très bien réussi sa carrière. Sa femme n'aspire à rien d'autre qu'à être une épouse et une mère. Elle veut vivre dans sa maison de banlieue et élever ses enfants. Et d'ailleurs, ils ont eu des difficultés à avoir des enfants parce que Masters était stérile et donc Libby s'est battue pour réussir à tomber enceinte et avoir des enfants. Mais une fois que cet idéal est accompli, une fois que la famille est réunie dans sa maison, eh bien, Michel Ashford va montrer que cet idéal, en fait, n'a pas de valeur. En fait, Masters est en permanence absorbé par son travail, il ne s'intéresse absolument pas à sa femme ni à ses enfants, il trompe sa femme pendant des années et on ne voit pas l'ombre d'une culpabilité. Et enfin, leur vie sexuelle est une platitude absolue, ce qui est tout à fait extraordinaire quand on connaît Masters. Et donc, on a un modèle stéréotypé de la famille, mais en fait, l'ensemble des personnages de la série vont incarner l'opposé de ce modèle idéal familial. On a une mère célibataire, un père irresponsable, un maltraitant, un père absent, un couple lesbien. En fait, on voit que tous les couples classiques qui étaient au départ dans la série, eh bien, tous ces couples progressivement sont en échec et on voit tous ces hommes et ces femmes se mentir, se tromper, dissimuler et au final se quitter. Donc cet idéal, il est totalement artificiel et Michel Ashford a montré comment il est fissuré et comment cette fissure en fait est à l'image de la société américaine des années 60 et qui remet complètement en cause les valeurs traditionnelles. Et tout ça le fait grâce au personnage de Libby, donc Libby Master, qui progressivement prend conscience que c'est pas possible. En fait, sa vie ne peut pas se limiter à être une mère au foyer qui attend tous les soirs le retour de plus en plus tard de son mari. Et c'est la prise de conscience de Libby qui est en fait à l'image d'une prise de conscience féminine collective qui débouche sur le mouvement féministe des années 60. Il faut penser qu'en 1963, Betty Friedan écrit The Feminine Mystic, qui est un ouvrage qui a été à la base en fait de la naissance du mouvement féministe. Et dans ce livre, elle raconte le malaise des femmes de la petite bourgeoisie blanche américaine qui sont dépressives, qui se sentent vides, qui n'en peuvent plus de n'être que des femmes au foyer. Et c'est ce que va ressentir Libby qui dit à la fin des années 60, la vie, ça ne peut pas être que ça.
Et donc, finalement, la série raconte en filigrane, pas directement, mais à travers le personnage de Libby, la libération féminine. Cette libération féminine qui va s'enclencher grâce à la révolution sexuelle. Et donc, Libby, progressivement, prend des amants, découvre ce que c'est que le plaisir sexuel avec ses amants. Et puis, elle finit par quitter son mari. Et dans la saison 4, donc à la fin des années 60, elle fréquente un groupe de paroles féministes, elle brûle son soutien-gorge et elle finit par aller au concert de Woodstock et par quitter son mari en emmenant ses enfants pour aller faire des études de droit sur la côte ouest. Donc, on a véritablement un personnage qui, là, pendant toutes ces années, pendant ces 4 saisons, évolue à l'image de l'évolution de la société américaine et en particulier des femmes de la société américaine. Donc ça, c'est très passionnant. Alors justement, Cécile, j'allais maintenant, vous avez abordé dans la sphère privée de façon très intéressante ces rapports de genre. J'allais vous dire, qu'est-ce qu'il en est dans cette Amérique des années 50-60 pour les rapports de genre dans le monde du travail? Alors, dans le monde du travail, finalement, la série va se concentrer sur l'hôpital. L'hôpital et la clinique sont vraiment des petits microcosmes qui sont observés, mais qui sont à l'image du reste de la société américaine. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'hôpital? Eh bien, on voit un espace mixte, il y a énormément de femmes dans cet hôpital, mais avec des relations hiérarchisées entre hommes et femmes. On a des hommes médecins et des femmes qui sont infirmières et secrétaires. On a des hommes de tous âges et on a des infirmières et des secrétaires qui sont plutôt jeunes, puisque effectivement, au bout d'un moment, elles vont quitter le monde du travail. Et on comprend très vite que l'accès à la médecine est plutôt réservé aux hommes, que l'accès au conseil d'administration est réservé aux hommes. Et donc, en fait, on a des relations professionnelles qui sont hiérarchisées et inégales. On a un seul personnage féminin qui soit médecin gynécologue, c'est le docteur De Paul, qui raconte en fait au cours de la saison 2 à quel point ça a été difficile pour elle de devenir médecin, à quel point il a fallu se battre pour exister en tant que femme. Et elle explique qu'elle a dû se rendre sexuellement transparente, se masculiniser et puis s'endurcir, ne pas écouter les remarques de ses petits camarades. Donc, on voit très bien que les femmes de l'hôpital sont au service des hommes. C'est un mode de relation très particulier et elles sont flattées si on les distingue. Elles sont flattées si un homme leur demande de sortir. Comme elles ne sont pas mariées, elles sont des proies tout à fait consentantes pour tous les rapports amoureux, les rapports sexuels, mais aussi pour le mariage. Elles sont des cibles pour le mariage. C'est leur objectif, c'est leur idéal, c'est ce qu'elles souhaitent. Et en fait, elles n'avaient aucune raison de rester très longtemps au travail, étant donné qu'elles n'avaient pas vraiment de perspective de carrière et surtout que leur salaire était très très faible. Donc, il était plus intéressant de rester à la maison. Donc, on voit que il y a tout un problème de hiérarchie et de diplôme entre hommes et femmes. Et là, le couple Master-Johnson, vraiment, c'est le couple emblématique pour parler de ces rapports entre hommes et femmes dans le monde du travail. En effet, Masters et Johnson sont unis par leur travail. Et d'ailleurs, le travail est un personnage aussi de la série. Ils l'appellent The Work. Et donc, c'est l'œuvre de leur vie, bien sûr. Ils sacrifient tout à ce travail, tous les deux. Leur temps, parce qu'ils travaillent jour et nuit, leur famille, puisqu'ils ne sont vraiment pas présents ni physiquement ni psychologiquement. Et alors pour Masters, il avait à la maison une femme qui s'occupait de ses enfants, mais Virginia Johnson est une mère célibataire. Elle a 2 enfants et donc ce sont des babysitters qui concrètement vont élever ses enfants. Et ce qui lui vaudra des relations avec ses enfants lorsqu'ils seront adultes tout à fait épouvantables. Donc, ces 2 personnages prennent énormément de risques, ils s'investissent énormément dans leur travail. Et au départ, leur relation de travail est très inégale, puisque Masters est l'auteur de la recherche, il l'a déjà lancée lorsqu'il embauche Virginia. Lui-même est un grand médecin très connu à Saint-Louis, un grand personnage, puisqu'il a soigné pour des problèmes de fertilité énormément de couples de la bourgeoisie de Saint-Louis. Et au contraire, Virginia n'a pas fini ses études. Et d'ailleurs, elle ne les finira jamais. Elle va essayer de reprendre des études en sociologie, en psychologie, mais elle a trop de travail, elle n'y arrive pas. Et pour elle, c'est une très, très grande frustration de ne pas être diplômée, de ne jamais parvenir à être diplômée.
Pourtant, Masters l'a vraiment embauchée pour autre chose que ses diplômes. Il l'a embauchée parce qu'elle avait un solide bon sens, parce qu'elle avait des qualités humaines, elle savait vraiment communiquer avec les volontaires et elle savait comment les rassurer. Et d'ailleurs, Masters a formé Virginia Johnson, il l'a formée dans tout ce qui lui était nécessaire pour la recherche scientifique. Donc, Virginia Johnson, c'est quelqu'un d'ultra compétent dans ce qu'elle fait. Et donc, leur recherche est inégale aussi pour des raisons d'argent, puisque la recherche, elle est financée par des fonds privés, mais aussi par l'hôpital. Et c'est Masters qui rémunère Virginia. Donc, elle est vraiment son employée. Donc, il y a cette espèce de paradoxe d'avoir une relation qui devrait être égalitaire au départ, mais malgré tout, Virginia est soumise à la décision de Masters de la garder ou pas. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, elle a été considérée comme sa secrétaire, bien sûr. Et il a fallu attendre en fait que Masters mette le nom de Virginia sur son premier article en 1960 pour qu'on commence à la reconnaître comme une chercheuse à part entière, même si elle n'avait pas les diplômes pour cela. Donc, entre eux, ce qui a fait scandale dans la série, c'est les relations sexuelles qui vont se mettre en place très rapidement dès la première année de leur collaboration. Donc, comment expliquer ces relations sexuelles sans vouloir tomber dans la romance, parce que ça serait vraiment pas conforme à leur vie. D'abord, ils expliquent très bien que quand on regarde des couples en train de faire l'amour toute la journée, ça crée une sorte d'excitation naturelle et que les relations sexuelles qui se sont développées entre eux étaient d'abord liées à cette excitation. Il y a une deuxième raison qui est le désir d'expérimenter sur eux leurs propres théories, leurs propres découvertes. Ils ont été leurs propres cobayes. Et ça, c'est une tendance qui est finalement assez fréquente chez les scientifiques qui mènent des recherches de ce type. Donc, finalement, leur désir d'avoir des relations sexuelles entre eux est tout à fait normal. Puis enfin, un troisième élément, c'est la liberté sexuelle, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont militer et qui vont tout faire pour que la sexualité se libère, et donc eux-mêmes sont les artisans et les acteurs de cette liberté sexuelle. Mais évidemment, ça met mal à l'aise. On peut se demander si véritablement Virginia Johnson était libre de son choix, si elle a pu véritablement décider librement d'avoir des relations sexuelles avec son patron. Et si tout le temps où ça a duré, elle était véritablement consentante. On voit bien dans la série que y a des moments en fait où leur relation s'arrête, parfois pendant plusieurs années, parce que Virginia essaye de rencontrer quelqu'un avec qui construire sa vie. Elle ne peut pas se contenter de relations sexuelles de ce type. Déjà, elle-même, c'est quelqu'un de très libre dans sa sexualité. Et puis, c'est une femme avec 2 enfants qui essaye aussi de reformer un couple. Elle est divorcée 2 fois. Et c'est un échec. Elle le vit comme un échec. Et donc, la relation sexuelle avec Masters ne peut pas occuper toute sa vie. Donc, progressivement, la relation professionnelle entre eux s'équilibre, puisque les compétences de Virginia sont absolument irremplaçables, et donc elle prend de l'assurance, elle mène les recherches à part égale avec Bill Masters, elle signe les articles, les livres, elle a son propre bureau dans la clinique, elle sera associée, mais pas avant les années 70. Mais elle n'est jamais diplômée et ça la culpabilise tellement, ça la préoccupe tellement que parfois elle en rêve la nuit. Alors justement, Cécile, je voulais maintenant savoir, vous avez évoqué tout à l'heure cette idée aussi de sexualité, j'allais dire, en dehors de la norme de l'époque, de surtout cette Amérique des années 50, même début des années 60, assez puritaine. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment est-ce que les rapports homosexuels sont présentés dans la série, et puis comment est-ce qu'ils sont vus? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine homophobie? Alors déjà, premier élément, c'est que l'homosexualité n'est pas particulièrement présente dans la biographie de Thomas Mayer. Donc ça, c'est vraiment un apport de Michelle Ashford, quelque chose qu'elle a voulu mettre dans la série. C'est pour ça que ça me semblait important d'en parler. Oui, dans les années 50 surtout, et même encore les années 60, les relations homosexuelles sont considérées comme anormales. Elles sont perverses et elles sont délictueuses. Donc elles sont punies par la loi. On considère que les homosexuels sont des malades et donc ils doivent vivre cachés, et l'idéal, ce serait qu'ils disparaissent. Il y a beaucoup de médecins qui, à l'époque, proposent des cures, des rééducations sexuelles, des traitements, par exemple les électrochocs ou des camisoles chimiques, ou carrément de la psychothérapie, pour essayer de changer les inclinaisons sexuelles
des hommes et des femmes. Et en fait, Michel Ashford va mettre en place des personnages qui vont être porteurs de l'homophobie de l'Amérique des années 50-60 et du désir des homosexuels de vivre une sexualité épanouie et de pouvoir voilà, avoir des couples, vivre dans un couple, et voire même élever des enfants. Donc, du coup, elle a utilisé 2 couples pour traiter de ce problème de l'homosexualité et durant les 4 saisons. Le premier couple, c'est celui du doyen de l'hôpital, Washington Hospital, Barton Scully, et de sa femme, Elizabeth Scully. Donc Barton, c'est un gynécologue, obstétricien, c'est le mentor de Masters, c'est aussi son ami, c'est son soutien au sein de l'hôpital autour de sa recherche. Et on découvre dans la saison 1 que Barton Scully est en fait homosexuel, mais qu'il se cache, bien sûr, qu'il fréquente des prostituées gays depuis déjà de longues années. Et on découvre également que sa vie sexuelle avec sa femme Elisabeth est totalement inexistante, bien sûr, en particulier depuis la naissance de leur fille qui a 20 ans. Donc, la série s'attache à ces 2 personnages. On ne comprend pas nécessairement pourquoi au début, puis progressivement, on comprend l'importance de l'homosexualité. Et donc, d'un côté, on a Barton Scully qui se cache, qui est honteux, qui se vit lui-même comme un malade. Et puis, sa femme qui est frustrée et qui ne comprend pas pourquoi son mari ne veut pas avoir de relations sexuelles avec elle. Et évidemment, ça serait impossible pour Barton Scully d'avouer son homosexualité socialement. Il serait mis au banc de la société, on se moquerait de lui et son travail ne serait plus respecté. Donc, il est vraiment emblématique d'une certaine façon de voir l'homosexualité durant cette époque-là. Au final, eh bien, par hasard, par accident, l'homosexualité de Barton Scully est révélée à sa femme. Elle est aussi révélée à Masters, qui est le seul pendant très longtemps à savoir que son ami est homosexuel. Et Barton Scully décide de se soigner pour ne plus être homosexuel. Et donc, il va subir des électrochocs. Mais bien sûr, ce traitement ne fonctionne pas. Alors, il essaye de se suicider parce qu'il ne sait plus quoi faire. Et au final, lui et sa femme décident de se séparer de façon à ce qu'il puisse vivre son homosexualité et de façon à ce qu'elle puisse vivre une sexualité de femme normale avec des hommes qui désirent des femmes. Donc, on va suivre ces 2 personnages dans l'évolution de leur vie sexuelle. Le problème étant que pour Barton Scully, c'est très compliqué de reconnaître cette homosexualité et de l'assumer parce que le risque social et le risque professionnel est trop important. Et donc, on le suit jusqu'à ce qu'il finisse par avouer à sa fille qu'il est homosexuel, que c'est la raison pour laquelle il s'est séparé de sa femme. Et à partir de là, eh bien, on voit ce personnage qui a fait son coming out, eh bien, essayer de s'assumer socialement, de fréquenter des hommes, de fréquenter des bars gays, etc. Mais c'est très lent et c'est très difficile pour lui parce que lui, c'est un homme d'une autre génération. À l'opposé, la série va poser un autre personnage, qui est le personnage de Betty, qui est une ancienne prostituée qui a rencontré Masters, qu'il va embaucher comme secrétaire de sa clinique. Et Betty est lesbienne et elle aussi, il lui faut beaucoup de temps pour assumer son homosexualité socialement. Et elle finit par se mettre en couple avec la femme qu'elle aime et donc ce couple a un enfant. Mais là, ça pose d'autres problèmes que ceux de Barton Scully. Ça pose le problème de trouver un géniteur, comment pouvoir faire un enfant quand on a un couple de lesbiennes et comment être suivi par un gynécologue et tout simplement comment pouvoir dire à ses parents dans les années 60 qu'on est homosexuel, qu'on est en couple et qu'on veut élever un enfant. Donc, on voit dans les 2 cas le désir de s'interroger, peut-être d'anticiper, parce qu'on est dans les années 60, c'est très très tôt par rapport au mouvement homosexuel, une anticipation de toutes les aspirations et de toutes les difficultés des homosexuels qui veulent s'assumer dans la société américaine. Et pour terminer là-dessus, on voit à quel point c'est pas acquis. Parce que Masters, à partir de 1968, va, à la demande d'un patient, entamer une démarche de rééducation
des homosexuels. C'est-à-dire qu'il va essayer de transformer des homosexuels en hétérosexuels à la demande des patients. Et donc, il va mener une recherche là-dessus pendant une dizaine d'années. Et au final, il va publier un livre qui s'appelle Homosexuality in Perspective. Et dans ce livre, il raconte comment il a essayé de rééduquer une petite centaine de patients. Et en fait, il raconte que c'est un échec, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas possible, c'est pas possible. La sexualité n'est pas l'objet d'une rééducation et les homosexuels ne peuvent pas être rééduqués. Mais là encore, ça a fait un énorme scandale dans les années 70, le fait qu'on puisse vouloir rééduquer l'homosexualité. Alors, maintenant, Cécile, j'aurais une question. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure en parlant du cadre historique et géographique. D'ailleurs, on est dans le sud des États-Unis, vous l'avez dit, à Saint-Louis, dans des anciens États esclavagistes. Masters of Sex, c'est une série qui permet quand même de présenter quels sont les rapports entre entre les différentes catégories de personnes, les blancs et les noirs, dans le sud, dans les années 50 à 60. Oui, alors, c'est surtout la saison 1 et la saison 2 qui s'intéressent à cette thématique de la ségrégation. Et après, elle est totalement abandonnée par Michel Ashford. En fait, il faut rappeler donc, que le Missouri, c'était un État esclavagiste et donc qui pratique la ségrégation. Et on le voit tout de suite à l'hôpital, par exemple, les Blancs et les Noirs sont séparés. Ils ne se fréquentent pas, c'est-à-dire qu'on ne les a jamais à l'image ensemble. Les rapports entre Blancs et Noirs sont très hiérarchisés. Et par exemple, on voit que dans la maternité, eh bien, les patientes noires et blanches ne sont pas mélangées. Les femmes noires accouchent au rez-de-chaussée et leurs chambres, donc elles sont au rez-de-chaussée. On l'appelle le negro floor. Et Bill Masters se distinguait des autres médecins de l'hôpital parce que lui, il soignait les femmes blanches et noires et il soignait pratiquement gratuitement les femmes noires. Et pour lui, il se consacrait de la même façon, avec la même intensité, aux patientes blanches et noires. Mais ce n'était pas du tout le cas de ses collègues. Et lorsque Masters est exclu du Washington Hospital, eh bien, un des hôpitaux dans lesquels il va chercher à trouver refuge, c'est l'hôpital noir de la ville qui s'appelle Buell Green, où le doyen de Buell Green l'accepte. Mais par contre, il lui interdit de faire des études sur les volontaires noirs parce qu'il pense que si jamais on se met à étudier la sexualité des Noirs, il a peur que ce soit des arguments qui soient utilisés pour alimenter le racisme. Et donc, pour lui, il n'est pas question que Masters et Johnson fassent leur test sur des populations noires. Donc, pour faire vite, eh bien, il faut rappeler le contexte de ces États-Unis des années 50-60. On est en plein mouvement des droits civiques. Il faut rappeler que Rosa Parks, en 55, a refusé de descendre d'un bus et de la partie blanche réservée aux Blancs d'un bus dans la ville de Montgomery. Et que ça a déclenché, ça a été l'étincelle qui a vraiment déclenché le mouvement des droits civiques dans ses aspects les plus militants. Et que ce mouvement, donc, il va être très, très fort de 1955 à la fin des années 70. Et que ça va être essentiellement un mouvement non violent qui se fait par des actions militantes et par le développement de groupes activistes en fait qui essayent d'influencer le Congrès et la Cour suprême pour obliger non seulement à adopter des lois qui mettent fin à la ségrégation, mais aussi obliger les États à appliquer ces lois, parce qu'il faut savoir que dès les années 50, tout l'arsenal juridique qui permettrait de mettre fin à la ségrégation existe, et que simplement le problème, c'est la non-application de ces lois dans la plupart des États du sud des États-Unis. Donc, l'apogée, on va dire, de ce mouvement non violent, c'est durant l'été 63, la fameuse grande manifestation de Washington, dans laquelle Martin Luther King a fait son grand discours « I have a dream ». Et malheureusement, cette manifestation, même si elle était autorisée par Kennedy et qu'elle a été récupérée politiquement, eh bien, elle n'a pas du tout aidé à changer la situation des Noirs américains, puisque quelques semaines plus tard, une bombe a été posée dans une église à Birmingham et qu'elle a tué 4 enfants. Et donc, c'est à ce moment-là que les Black Panthers se mettent en place
et que Malcolm X revendique un Black Power et il revendique une action violente, même s'il a les mêmes objectifs que Martin Luther King, eh bien, il pense qu'on ne peut pas les atteindre par la non-violence. Donc, ce contexte-là, il n'est pas vraiment développé, mais par contre, c'est encore le personnage de Libby qui va être porteur, on va dire, de tous ces questionnements sur la ségrégation et le mouvement des droits civiques, puisque Libby Masters rencontre et tombe passionnément amoureuse d'un leader de mouvement activiste de Saint-Louis. Et donc, elle va participer à de nombreuses actions qui sont menées dans sa ville. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire, cette femme blanche mariée qui devient la maîtresse d'un noir de sa ville et qui devient elle-même une activiste des droits civiques. Malheureusement, la thématique disparaît dans la saison 3 parce que le personnage de Robert, l'amant de Libby, disparaît également. Mais on voit bien comment c'est un élément important du contexte de l'histoire. Alors, j'aimerais maintenant, Cécile, qu'on aille sur une autre thématique qui est très intéressante, que vous avez commencé à aborder. Et c'est vrai que la série, outre son cadre, j'allais dire, bien sûr, historique, qu'on vient de reprendre avec le combat pour les droits sociaux des Noirs et droits civiques, j'aurais aimé que vous nous disiez un petit peu l'aventure scientifique autour de la sexologie telle qu'on peut la voir dans Masters of Sex. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que ça a évolué? Alors peut-être en essayant tout d'abord, de commencer par le commencement, c'est de nous dire qu'est-ce que c'est la sexologie avant les travaux presque pionniers de Masters et Johnson. Oui, déjà, les travaux de Masters et Johnson sont très surprenants pour le néophyte. Mais en même temps, ils sortent absolument pas du néant. C'est-à-dire que si Masters et Johnson sont pionniers, c'est dans leur conception de la sexualité humaine. C'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à penser, enfin, en tout cas, à concevoir l'idée que la sexualité humaine et le plaisir de la sexualité, c'est de l'ordre du bien-être. C'est de l'ordre de la normalité pour les couples. Et donc, ça relève de la santé. Et ça, c'est ça qui est totalement nouveau. Mais la sexologie, en tant que science, existe déjà depuis longtemps, en particulier depuis le 19e siècle. Les médecins, les psychiatres se sont beaucoup intéressés, par exemple, à la sexualité des femmes. Mais en fait, tout ce qui les intéressait, c'était tout ce qui était pathologique. Les maladies, l'hystérie. Et donc, ils travaillaient énormément dans les hôpitaux psychiatriques, dans les prisons, dans les bordels. Mais ils ne s'intéressaient pas du tout, enfin, ils s'intéressaient beaucoup moins à la sexualité des couples. Et de toute façon, ce qui les intéressait dans la sexualité du couple, c'était son objectif, c'était la reproduction. La sexualité des couples n'était envisagée que dans la dimension reproductive. Et donc, le plaisir féminin surtout, n'était pas envisagé et à la limite, le plaisir ne pouvait être que masculin. Et d'ailleurs, les médecins de cette époque étaient convaincus que les femmes avaient un appétit sexuel qui était bien moindre que celui des hommes et donc n'étaient pas du tout intéressés par le plaisir féminin. Ils soignaient à l'époque la frigidité ou le vaginisme, mais ils le soignaient uniquement dans le but de favoriser la sexualité conjugale pour avoir des enfants. Donc, les choses avaient commencé à changer dans la première moitié du XXe siècle. On a commencé à mettre au point la notion d'orgasme et à se dire que peut-être que la sexualité n'avait pas seulement le seul objectif de la reproduction, mais finalement, c'est surtout Freud qui a fait évoluer les choses dans la première moitié du XXe siècle, et c'est la psychanalyse avec Freud. En effet, Freud a démontré que la sexualité est au cœur de la vie psychique. Il a montré que c'est un élément clé de la constitution de l'individu et un élément clé aussi de son épanouissement. Il a aussi été le premier à dire que c'est l'ignorance autour de la sexualité et la répression sexuelle, par exemple la répression de tous les instincts naturels chez les enfants, c'est cette répression qui crée des problèmes, qui crée des dysfonctionnements et des névroses. Donc, c'est complètement novateur. Mais Freud, une partie du travail de Freud est quand même excessivement patriarcal et conservateur parce que Freud pensait que la femme adulte devait abolir, qu'elle devait quitter le territoire du plaisir clitoridien si elle voulait devenir véritablement adulte. Que pour avoir une sexualité adulte, il fallait que cette sexualité soit uniquement vaginale.
et que c'était finalement la maternité qui allait permettre à la femme de dépasser sa frustration de pénis, parce que pour lui, les femmes, eh bien, ce sont des hommes sans pénis, et donc ce sont des individus qui sont nécessairement frustrés. On reparlera de cette conception très particulière. Donc, dans les années 20 et 30, évidemment, les travaux de Freud font beaucoup avancer la recherche sur la sexualité. Ils permettent de créer une ligue mondiale pour la réforme sexuelle qui va regrouper des psychanalystes, des psychiatres, mais aussi des militantes féministes. Il y a des femmes comme Margaret Sanger ou Mary Stopes, qui a été la fondatrice du planning familial en Angleterre. Eh bien, tous ces gens se réunissent et commencent à mener une réflexion en commun sur la liberté sexuelle. Et finalement, c'est aux États-Unis un chercheur qui était entomologiste et zoologue, qui s'appelle Alfred Charles Kinsey, eh bien, qui a entrepris une énorme enquête sur le comportement sexuel humain. Il a fondé un Institute for Sex Research à l'Université d'Indiana. Il a publié 2 ouvrages qui sont des ouvrages essentiels qu'on appelle les rapports Kinsey, en 48 et en 53, sur la sexualité masculine et sur la sexualité féminine. D'ailleurs, Masters évoque une seule fois Kinsey dans la série, mais en fait, Kinsey a été la base des recherches de Masters. Donc, ces rapports Kinsey ont une portée absolument considérable parce qu'elles ont montré que des pratiques sexuelles qu'on considérait jusqu'à présent comme des pathologies ou des perversions, comme la masturbation, l'homosexualité, la bisexualité, eh bien, c'était en fait des pratiques tout à fait courantes et tout à fait normales. Et donc, c'est Kinsey qui a vraiment jeté les bases d'une égalité des hommes et des femmes dans la sexualité et dans le plaisir. C'est lui qui le premier a parlé de réponse physiologique et qui a montré aussi que les hétérosexuels et les homosexuels étaient tout à fait identiques dans leur sexualité. Donc, on voit bien que la recherche de Master and Johnson ne sort pas du tout du néant, elle est plutôt une étape sur la voie de travaux de recherche qui sont déjà très anciens. Donc, qu'est-ce qui va être tout à fait nouveau dans la recherche de Master and Johnson? Eh bien, c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour travailler. En fait, Bill Masters ne voulait pas du tout travailler comme Kinsey sur des questionnaires. Lui, il voulait adopter une démarche clinique, c'est-à-dire qu'il voulait observer la sexualité des couples en action et il voulait mesurer les effets de la sexualité sur le corps humain. Donc, il a démarré sa recherche en 1955 avec les prostituées de Saint-Louis, dans les maisons closes. Il avait l'appui du chef de la police, l'appui du doyen de l'université, donc il n'y avait aucun problème. Ses recherches étaient financées, elles étaient tolérées, mais il était prié de ne pas en faire une grande publicité. Et comme il était un grand chercheur, eh bien, on le laissait faire ce qu'il souhaitait. Et puis, très rapidement, Masters s'est rendu compte que tous les relevés qu'il pouvait effectuer sur la population des prostituées n'allaient pas pouvoir être transposés sur une population hétérosexuelle normale. Et donc, il a décidé, à partir de 1957, de changer ses modalités d'action et de travailler sur des personnes normales, pas des prostituées. Et donc, il fallait aller recruter des volontaires. Et pour les trouver, ces volontaires, eh bien, il fallait les payer et puis il fallait trouver un vivier. Et donc, il a recruté Virginia Johnson pour faire ce travail de recrutement. Et c'est l'hôpital Washington qui, au départ, a servi de vivier pour aller trouver des infirmières, des secrétaires, des médecins qui acceptaient de participer à l'étude. Puis, progressivement, eh bien, ça s'est su qu'ils recherchaient des volontaires et qu'ils les payaient. Et donc, ils ont trouvé sans problème, en tout, 694 individus. Donc 382 hommes et 312 femmes qu'ils ont observés, soit tout seuls, soit en couple. 276 couples ont accepté d'avoir des relations sexuelles devant eux. Et en tout, ils ont évalué qu'ils avaient observé à peu près 10 000 accouplements. Ils ont également observé des individus en train de se masturber. Enfin, toute forme d'acte sexuel se déroulait sous leurs yeux dans leur laboratoire. Et ils enregistraient toutes les données qui étaient liées au corps.
Donc, ils posaient des électrodes et ils enregistraient ce qui se passait pour le cœur, pour le cerveau, pour la transpiration, enfin bref, les muscles, tous les éléments physiologiques des relations sexuelles. Ils ont même réussi donc à installer une caméra dans un vibromasseur pour aller filmer ce qui se passait à l'intérieur du corps de la femme au moment de l'orgasme. Et donc, ils ont réussi en quelques mois de déterminer un schéma qu'ils appellent Sexual Response. Et ce schéma est composé de 4 phases: excitation, plateau, orgasme, résolution. Ce schéma étant valable pour les hommes et les femmes, homosexuels et hétérosexuels, peu importe. Ils ont aussi démontré des tas de choses très importantes, par exemple que la longueur du pénis n'a rien à voir avec le plaisir. Ils ont montré que le clitoris, ils ont énormément travaillé sur le clitoris et vagin, et ils ont montré que le clitoris, en fait, a une parenté évidente avec le pénis. Ils ont montré que la femme était polyorgasmique grâce à la stimulation clitoridienne. Et ils ont enfin prouvé, et ça c'était important, qu'il n'y a pas d'orgasme vaginal qui soit supérieur à l'orgasme clitoridien, mais qu'en fait il s'agit d'un seul organe qui va donner un seul orgasme. Et donc en fait ils ont complètement désavoué Freud. J'aurais juste aimé savoir la portée en fait de ce que vous dites là, presque jusqu'à de l'époque jusqu'à aujourd'hui, les réactions de ce qu'il y a eu, parce que c'est quand même très novateur, et puis remettre en cause Freud, c'était pas rien, j'imagine. Oui, alors, avant de parler de la portée, il faut montrer que ces recherches étaient des recherches appliquées. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont eu terminé leurs observations, ils ont compris qu'il fallait qu'ils soignent les gens. C'est-à-dire que leur démarche soit curative. Et donc, on peut dire que la deuxième étape de leur travail, ça a été de mettre en place une sexothérapie et de soigner les gens. Et donc, ils ont ouvert une clinique qui s'appelait la Reproductive Biology Research Foundation, qui avait pour objectif d'accueillir des gens qui étaient en souffrance sexuelle et de mettre en place une cure qui leur permette, en fait, quand ils sortaient de cette cure, d'avoir résolu leurs problèmes sexuels. Donc, c'est cette démarche-là qui est totalement novatrice et qui explique l'importance de leur retombée. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur la frigidité, le vaginisme, l'éjaculation précoce, tous les problèmes qui peuvent affecter les couples au quotidien. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'ils ont volontairement choisi de limiter leur recherche aux couples. Ils n'ont pas voulu travailler sur des personnes seules, même si ils ont beaucoup travaillé sur la masturbation, mais en termes de sexothérapie, ils ne voulaient rééduquer, ils ne voulaient aider que des couples. Et donc, ils ont mis en place une méthode totalement révolutionnaire qui s'appelle le Sunset Focus, qui est une espèce de protocole sensuel qui consiste en des exercices de toucher qui avaient pour objectif d'éliminer l'anxiété qui était généralement à l'origine des troubles sexuels des couples qui venaient les voir. Donc, c'est ce Sunset Focus, en fait, qui ensuite a été repris par des milliers de sexologues pour soigner leurs patients. Donc, voilà pourquoi les retombées ont été considérables. Donc, comment est-ce que ces recherches ont été accueillies ? Eh bien, comme on peut l'imaginer, dans un premier temps, elles ont totalement fait scandale. On est à Saint-Louis, dans une Amérique puritaine, et on ne comprend pas du tout l'objet de leur travail. C'est assimilé à de la pornographie. Et ça explique pourquoi, au bout d'un moment, Masters et Johnson ont dû quitter l'hôpital Washington parce qu'on ne comprenait pas leur travail et on trouvait que ça allait beaucoup trop loin. Après, en dehors de ce puritanisme, on leur a adressé beaucoup de reproches plus sérieux. Par exemple, on leur a dit qu'ils décrivaient la sexualité comme quelque chose de purement mécanique et qu'ils en évacuaient complètement l'amour, que c'était des recherches qui étaient complètement froides, scientifiques, et que ça favorisait la pornographie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de sentiments. Mais en dehors de ces reproches, leur travail a été vraiment un succès, c'est-à-dire qu'ils annonçaient 80% de réussite sur les couples qu'ils rééduquaient.
Et leur clinique embauchait 25 employés en 1970 parce que jamais ils n'ont été véritablement en tête-à-tête, ni dans leurs recherches, ni dans leurs soins. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne. On doit s'inscrire en liste d'attente pour pouvoir être soigné par Master & Johnson. La cure dure 15 jours et dans les années 70, ça coûte $3 500 d'être soigné pendant 15 jours par le couple. Donc, on est face à un grand succès, malgré tout, un grand succès financier et un grand succès scientifique. Après, leur travail a véritablement marqué l'histoire de la sexualité des couples et des femmes, puisqu'il a permis de se libérer de multiples tabous sur le désir, sur l'impuissance, sur le plaisir, et il a permis aussi de se libérer de très nombreux interdits. Il a dénoncé aussi ce travail, l'absence d'éducation sexuelle et les dangers de l'absence d'éducation sexuelle pour les couples. Et puis, grâce à la vulgarisation, il a véritablement permis de mettre sur la table le sujet de la sexualité. Et donc, il a enclenché la révolution sexuelle. Dans la saison 3, Virginia Johnson dit « We are the sexual revolution ». La révolution sexuelle, c'est nous. Et véritablement, ils ont été les artisans de la découverte du plaisir et de la possibilité d'avoir une sexualité qui soit tournée uniquement vers le plaisir. Donc, ces découvertes ont été utilisées aussi par le mouvement féministe, puisque cette sexualité qui est la même pour les hommes et les femmes, eh bien, ça devient aussi un instrument d'égalité qui va permettre de faire sauter toutes les entraves patriarcales. Cela permet aux femmes de se réapproprier leur corps. Elles n'ont plus seulement le droit d'en disposer grâce à la contraception ou grâce à l'avortement, mais elles peuvent accéder à une sexualité beaucoup plus épanouie. Après, certaines féministes ont dénoncé les travaux de Master & Johnson parce qu'elles pensaient que le corps féminin était unique et ne pouvait pas être comparé au corps masculin. Et donc, elles pensaient que le plaisir féminin n'était pas comparable au plaisir masculin. Mais même lorsque les travaux de Master & Johnson ont été dénoncés, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont constitué une base indépassable. C'est-à-dire qu'on pouvait les critiquer, on pouvait aller plus loin, mais on pouvait leur faire des reproches. Mais de toute façon, leur rapport à la science de la sexualité était absolument essentiel et indépassable. Et ça explique pourquoi leur recherche a fait école, c'est-à-dire qu'ils ont donné naissance à une nouvelle discipline qui s'appelle la sexologie clinique, et c'est devenu une école de pensée très importante aux États-Unis, et même encore maintenant. Eux-mêmes ont poursuivi leurs recherches, mais c'est surtout que les cliniques thérapeutiques se sont multipliées aux États-Unis dès la fin des années 60 et que des tas de médecins se prétendaient être sexologues, alors que Master & Johnson ont formé énormément de médecins et de psychanalystes. Ils les ont formés à la sexologie, mais ils ne pouvaient pas former tout le monde. Et donc, il y a eu pas mal de charlatans qui se sont installés également en se revendiquant de Master & Johnson. Au point que certains des élèves de Master & Johnson ont fini par créer une association qui garantit que ce sont bien des sexologues formés par Master & Johnson qui vont vous donner des soins et non pas des menteurs et des charlatans. Alors, dernier point, cette sexologie clinique se diffuse partout, pas seulement aux États-Unis. Elle est très, très puissante aux États-Unis, mais elle se diffuse également en Europe, en particulier en Italie, en France, en Suisse. Et des psychanalystes français vont se former aux États-Unis et ensuite vont enseigner la sexologie clinique dans les universités françaises, par exemple à l'université de Vincennes dans les années 70. Et le modèle Master & Johnson connaît une grande carrière parce qu'il est très pratique. La thérapie est brève puisqu'elle ne dure que 2 semaines et on a le droit de mobiliser toutes sortes de moyens, que ce soit la relaxation, l'hypnose, les médicaments, la psychanalyse pour soigner les patients. Et donc, c'est un mode de soins qui est très pratique et qui est très durable, qui va être utilisé pendant des décennies, même si bien sûr il est remis en cause et puis il est aussi amélioré. Donc progressivement, on va distinguer la sexologie et la psychanalyse
mais en même temps, on peut avoir recours aux deux méthodes pour soigner les patients. Et une société française de sexologie va être créée en 1974 avec des médecins qui sont assez proches du planning familial, qui sont proches du féminisme, mais qui sont aussi proches des approches de Master & Johnson. Donc voilà, désormais, le sexuel est entré dans la santé. Et il est normal pour la population d'avoir une sexualité épanouie pour être en bonne santé. Et ça, c'est véritablement un apport de Master & Johnson, un apport social et sociétal absolument essentiel. Et pour finir, eh bien, dans les années 70, un sexologue italien qui s'appelle Willy Pasini a siégé comme expert à l'OMS. Et il a essayé de faire inscrire un droit à la sexualité dans les textes officiels. Donc, ce droit à la sexualité, c'est vraiment un acquis du travail de Master & Johnson. Donc Cécile, si on vous suit après votre démonstration qui est vraiment très très intéressante et cette présentation de la série Masters of Sex, si on la regarde après vous avoir écouté dans le podcast Histoire en série, on peut voir à travers elle vraiment l'émergence d'une société moderne à la fois sur le plan social, bien sûr, sociétal, mais aussi sexuel. Oui, c'est ça. En fait, il faut distinguer le travail du couple et puis la série. Le travail du couple permet de faire entrer effectivement la société américaine et mondiale dans une forme de modernité dans le rapport au corps et le rapport à la sexualité. Et la série elle-même, elle ouvre sur l'explosion sociale des années 60 aux États-Unis et puis qui va finir par toucher l'Europe également. Une explosion sociale qui montre comment la population elle-même, et les jeunes surtout, sont à la recherche de cette modernité et d'une libération du carcan social, religieux, puritain des années 50. Et donc, cette série va montrer les deux aspects sexuels et sociaux de cette modernité, de cet accès à la modernité. Bien, Cécile Béguin, on vous remercie pour cette émission sur Masters of Sex. Donc, on rappelle, comme d'habitude, que, comme tous les intervenants et intervenantes, vous nous avez donné une bibliographie qui peut permettre aux auditeurs d'aller plus loin. Cette bibliographie est disponible sur le site internet de l'émission, mais aussi sur notre partenaire nonfiction.fr. Et puis, on rappelle, Cécile, que vous travaillez énormément avec l'association Mnemosyne, qui a pour but de diffuser l'histoire du genre et de développer l'histoire du genre dans le domaine historique en France et à l'étranger. Donc tout cela, on le retrouve en lien sur la page de l'émission. Merci Cécile en tout cas, et puis à bientôt j'espère. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.